D'accord. Donc, si l'enregistrement démarre, il va y avoir affiché. Oui, ça a été affiché. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, je vais partager mon écran. Est-ce que mon écran a été partagé? C'est bon? oui, bien reçu. Merci. Oui. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, oui. C'est bon? Oui. Donc, Bon. je commence. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, le cours d'aujourd'hui, ça va être la séance 1 parce que la séance 1 elle n'a pas été enregistrée. Donc, je commence en fait. La matière, c'est l'éco-conception. Elle fait partie du module numéro 22. C'est une matière de la filière génie industriel et productique. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est quoi l'éco-conception? Donc, comme vous savez tous, quand tu sais, parce que tu es seul, donc le cycle de vie des produits, les produits sont comme les humains. Donc, ils naissent, ils grandissent et à partir d'un certain moment, ils meurent. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie des produits. Donc, quand est-ce qu'un produit naît? Lorsqu'il est conçu au niveau d'un bureau d'études d'une entreprise. Et eux aussi, ils changent, ils se déplacent et un jour, ils disparaissent. Ils laissent une trace de leur passage. Donc, quand est-ce que les produits meurent? Les produits meurent lorsqu'ils sont remplacés par un produit plus performant. Et donc, on conçoit un nouveau produit et donc le produit disparaît en fait. Alors, les produits, ils consomment de l'énergie, comme les voitures, donc l'électroménager, ainsi de suite. Ils consomment de l'eau. Ils consomment des matières premières. Pour les fabriquer, on a besoin de matières premières. Ils peuvent émettre des bruits, des vibrations. Ils peuvent mettre des substances volatiles, comme les échappements, ainsi de suite. Ils peuvent émettre des ondes électromagnétiques qui peuvent nuire à l'environnement. Donc, ils peuvent vite s'avérer nuisibles à l'environnement. Donc, on a beaucoup de nuisances de nos jours qui sont dues aux produits, comme l'effet de serre, la pollution des eaux, la pollution des sols, ainsi de suite. Quel est en fait l'enjeu de l'éco-conception? Donc, l'enjeu de l'éco-conception, c'est d'évaluer ces nuisances, d'évaluer ces impacts. Et pourquoi on va les évaluer? Pour les anticiper et limiter leur impact sur l'environnement. D'accord? Donc, les produits que nous concevons, donc on doit, avant de les concevoir, on doit les évaluer et mettre en place des actions pour limiter leur impact sur l'environnement. Donc, auparavant, qu'est-ce qui se faisait? Donc, auparavant, on ne faisait pas de l'éco-conception. Donc, on découvrait ces impacts au fur et à mesure durant le cycle de vie du produit. Et puis, on colmatait. Donc, quand on limitait un impact par-ci, donc on l'augmentait ailleurs, ainsi de suite. Donc, ce n'était pas réfléchi en fait. Donc, on peut, par exemple, lorsqu'on a un déchet, donc on peut le brûler pour limiter les impacts. Alors qu'on fait ce qu'on va faire, en le brûlant, on va envoyer vers l'atmosphère des gaz à effet de serre, et donc ça va être pire. Donc, de nos jours, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les ingénieurs, et dès la conception, ils analysent le cycle de vie du produit, le long du cycle de vie du produit, de la naissance jusqu'à la mort, de l'extraction des matières premières avec lesquelles on va réaliser le produit, jusqu'à leur fin de vie, en passant par toutes les étapes, l'utilisation, le recyclage et la destruction. D'accord? Donc, si vous
Si tu ne comprends pas quelque chose ou si tu as des points obscurs, tu m'arrêtes, tu allumes ton micro et tu peux me poser la question. D'accord. C'est quoi l'éco-conception en fait? Ça nous ramène à une définition de l'éco-conception. L'éco-conception, c'est un mot composé. Il est composé de 2 syllabes, l'écologie et la conception. Qu'est-ce que c'est que l'écologie? Donc, la racine étymologique du mot écologie, c'est oikos, c'est la maison. Logos, c'est l'étude. Donc, c'est l'étude de la maison. En fait, ce n'est pas la maison, c'est le milieu où nous vivons. Donc, c'est notre maison, en fait. La terre, c'est notre maison. Donc, où nous vivons et les rapports entre nous en tant qu'êtres et notre milieu. Donc, l'écologie, donc, c'est l'étude du milieu. Et de nos jours, elle a plutôt un aspect de courant de pensée, parce que ces derniers temps, il y a eu un courant de pensée dont l'objectif principal, c'est de protéger l'environnement et d'assurer l'équilibre entre l'homme et son environnement. Parce que comme on va le voir, l'environnement, il est bâti sur un certain nombre d'équilibres. Et si cet équilibre n'est pas maintenu et si on déséquilibre ce système, donc ça va générer des problèmes. C'est un équilibre instable en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que le deuxième mot, la conception? La conception, comme vous savez tous en tant qu'ingénieur, c'est l'ensemble des activités qui effectuent en général des ingénieurs au sein d'une entreprise et qui consistent à développer et définir un produit pour satisfaire les exigences d'un client. On peut concevoir une voiture, on peut concevoir un avion, on peut concevoir un stylo, on peut concevoir des vêtements, ainsi de suite. Donc tous les produits, ils sont, avant d'être produits, ils doivent être conçus. C'est quoi éco-concevoir? C'est tout simplement concevoir un produit en intégrant les aspects environnementaux. Bon, le concepteur, c'est c'est l'acteur qui va prendre l'initiative au niveau d'une entreprise, l'initiative des idées. Parce que la conception, c'est d'avoir des idées, c'est de donner des idées face à un problème en fait. Et qui va traduire ces idées en des réalités en transformant une idée en un produit. Et donc, il va faire des choix, il va prendre des décisions sur les matériaux, quels matériaux utiliser, comment je vais assembler, quelle technologie je vais utiliser, ainsi de suite. La voiture, est-ce que je vais prévoir une voiture électrique? Est-ce qu'elle va être hybride? Est-ce qu'elle va être l'énergie? Est-ce que ça va être le gasoil, l'essence, ainsi de suite? Et bien sûr, ces choix et ces décisions, ils auront des conséquences sur plusieurs facteurs, parmi lesquels les consommations d'énergie, les matériaux qu'on veut utiliser, est-ce qu'ils sont recyclables, est-ce qu'ils ne sont pas recyclables, ainsi de suite. Donc l'éco-conception, en fait, c'est la méthode pratique pour minimiser les impacts sur l'environnement afin d'assurer un environnement durable, un développement durable. Donc on va revenir sur cette question de développement durable. Donc qu'est-ce que c'est qu'un développement durable? Donc ces derniers temps, il y a eu un nouveau mot qui a été proposé, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Donc, le développement économique, il peut ne pas être durable. On peut assurer au niveau d'un pays un développement économique, mais si ce développement économique se fait au détriment de la nature, de l'environnement, donc on l'appelle pas un développement durable, on l'appelle un développement économique tout court. Et donc, de nos jours, donc au niveau mondial, donc on conseille, on recommande d'opter pour un développement qui ne va pas nuire à l'environnement, donc qui va laisser l'occasion aux
aux autres générations de se développer eux aussi. Parce que si on fait un développement économique qui n'est pas durable, donc on va, les nouvelles générations, on va les pénaliser. Et donc, ça, c'est le développement durable. On va revenir après pour clarifier plus encore cette notion de développement durable. Donc, une pratique efficace de l'éco-conception elle a pour objectif d'améliorer la qualité et le coût du produit tout en réduisant les impacts environnementaux. Quels sont les impacts environnementaux d'un produit? Alors, les impacts environnementaux d'un produit, ils peuvent inclure plusieurs aspects, parmi lesquels il y a la consommation excessive d'énergie, l'épuisement des ressources naturelles, que ce soit l'eau, que ce soit les matières qui sont rares, les rejets liquides, les émissions et la production des déchets. Alors, au niveau de l'éco-conception, les problèmes les plus critiques qu'on traite, donc il y a deux grands problèmes qu'on traite en priorité. C'est le premier problème, c'est la consommation d'énergie. Et le deuxième problème, c'est l'économie de matière. Qui dit économie de matière, dit forcément réduction des déchets. Alors, pour le premier volet qui est le problème énergétique, donc l'éco-concepteur, il doit développer des produits qui utilisent moins d'énergie, qui consomment moins d'énergie et il est conseillé par exemple de faire appel à des énergies renouvelables comme l'énergie éolienne, comme l'énergie solaire, ainsi de suite. Concernant le deuxième volet qui est le problème du matériau, l'éco-concepteur il doit faire un choix très pensé pour choisir le bon matériau et s'assurer que ils vont pas générer des problèmes, surtout au niveau des déchets, et ils vont pouvoir être recyclables. Ou s'ils ne sont pas recyclables, ils pourront être détruits facilement. Et donc, éco-concevoir consiste à parvenir à élaborer des produits qui sont moins énergivores, moins dangereux et plus écologiques. L'enjeu, c'est de savoir comment intégrer la mesure et les limitations de l'impact environnemental des produits dans la stratégie de recherche et développement d'une entreprise. Donc, bien sûr, chaque entreprise elle a une stratégie de recherche et développement. Et dans cette stratégie de recherche et développement, il y a plusieurs facteurs qu'on essaye de gérer, parmi lesquels il y a le coût, la qualité, la maintenabilité du produit, ainsi de suite. Et donc, parmi ces facteurs, il y a le facteur environnemental. Et donc, éco-concevoir, c'est savoir comment intégrer ce facteur au niveau de la stratégie de conception d'une entreprise. Et donc, pour traiter cette matière, nous allons adopter le plan suivant. Donc, notre cours va se dérouler sous forme de se décomposer en 4 chapitres. Donc, bien sûr, le premier chapitre, ça va être l'industrie et l'environnement. Donc, au niveau de ce chapitre, nous allons
nous allons traiter le point relatif aux impacts. Bien sûr, c'est l'activité industrielle qui a généré plus d'impact au niveau de l'environnement. Donc, on va traiter ce point pour voir quels sont les impacts des activités industrielles sur l'environnement. Donc, à ce niveau, on va voir un petit peu de terminologie et identifier les différents impacts de l'activité industrielle sur l'environnement. Et donc, après, nous allons voir les efforts des gouvernements, des entreprises pour protéger l'environnement, que ce soit tout ce qui est relatif à la réglementation, aux lois, aux normes qui ont été proposées pour protéger l'environnement. Et donc, dans un deuxième chapitre, nous allons voir le management de l'environnement. Donc, nous allons commencer par décrire les activités au niveau d'une entreprise pour gérer l'environnement. Et dans un deuxième temps, on va voir la notion de développement durable. Là aussi, c'est une notion très importante qu'on va essayer de voir. Et vers la fin de ce chapitre, nous allons voir les différentes approches qu'utilisent les entreprises pour protéger l'environnement. Et donc, dans ces approches, il y a deux grandes approches. L'approche site et l'approche produit. Donc, l'approche site, c'est tout ce qui est relatif à l'ISO 14000. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'ISO 14000. Donc, je pense qu'il y aura un cours, surtout pour les gens de la 5e année. Approfondissement génie industriel relatif à la norme de certification ISO 14000. C'est comme l'ISO 9000, ainsi de suite. Donc, une entreprise, elle doit mettre en place un système pour contrôler, ainsi de suite, tout ce qui est relatif à l'environnement. Et si son système il est bon, elle peut être certifiée ISO 14000. Il y a une autre approche qui est l'approche produit. C'est l'éco-conception. Elle fait partie de l'approche produit. Et donc, on va voir un petit peu l'approche site, mais l'approche produit, on va seulement la définir parce qu'on va la détailler dans les chapitres qui suivent. Et donc, là, au niveau de l'approche site, on va présenter l'étude d'impact environnemental. C'est parmi les études qui sont demandées parfois à une entreprise pour justifier que elle n'a pas un impact négatif sur l'environnement. Et même s'il a un impact négatif, est-ce qu'il a mis en place les actions nécessaires pour limiter cet impact? Et donc, au niveau du troisième chapitre, donc nous allons revisiter le processus de conception des nouveaux produits. Donc, on a abordé ce sujet au niveau du cours des systèmes de production, mais on l'a pas approfondi. Nous allons l'approfondir au niveau de cette matière et nous allons voir l'aspect environnement au niveau de ce processus. Parce que si on veut faire d'éco-conception, on ne va pas la faire de manière séparée. Donc, on doit l'intégrer dans le processus de conception d'un nouveau produit. Et donc, les entreprises, on doit utiliser des outils et ainsi de suite. Tout au long, donc au niveau du processus de conception du nouveau produit, il y a des jalons, il y a des étapes. Et donc, pour faire de la bonne éco-conception, donc il ne faut pas la faire vers la fin. Donc, il faut intégrer les activités d'éco-conception au niveau de toutes les étapes
du processus de conception d'un nouveau produit, dès le début de la conception. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de revenir vers le processus de conception des nouveaux produits, de le présenter et de présenter les différentes étapes et voir au niveau de quelle étape il est important d'introduire l'éco-conception et comment. Comment le faire en fait. Par exemple, il y a des entreprises qui, parce que quand on fait la conception d'un produit, c'est un projet en fait. Et au niveau de ce projet, on doit, d'après l'approche process ou d'après la gestion de projet, on doit nommer une équipe qui va suivre ce projet avec un chef d'équipe, ainsi de suite. Un chef de projet, ainsi de suite. Et donc, dans certaines entreprises, bon, cette équipe, il y a une équipe restreinte et il y a une équipe plus grande. Et donc, il y a des sous-équipes en fait. Parfois, dans les entreprises, parmi les sous-équipes de conception, il y a une sous-équipe éco-conception qui se charge de tout ce qui est le facteur écologique au niveau de la conception. Et vers la fin, nous allons aborder le 4e chapitre. Dans ce 4e chapitre, on va voir la démarche d'éco-conception. Donc, on va prendre un exemple illustratif pour illustrer les idées. Et on va décrire le processus de co-conception. Bien sûr, pour décrire le processus de co-conception, on va revenir vers les différentes étapes d'un processus de conception, en fait. Et on va voir les outils qu'on peut utiliser pour faire de l'éco-conception, en fait. On va voir 2 principaux outils, la roue d'éco-conception et l'analyse de cycle de vie. Et donc, au niveau des TD, je vais vous donner, je vais vous mettre sur le Teams 1. Je vais vous demander de faire la même chose pour un autre produit. Donc, prendre un produit et le décrire et proposer des actions ou des idées pour rendre le produit plus pour que le produit n'ait pas beaucoup d'impact sur l'environnement. C'est pour ça que je vais vous donner ce bouquin parce qu'il contient des exemples. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce bouquin pour choisir un produit, n'importe lequel, et décrire comment on peut éco-concevoir ce produit. Et c'est tout. Donc, après, on va commencer par le chapitre 1, ou le thème 1, ou le chapitre 1. Donc, nous allons voir le premier thème qui est l'industrie et l'environnement. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on poursuive. Monsieur, par exemple, Oui, pour l'éco-conception, oui. ça existe seulement pour les nouveaux produits ou bien on peut l'intégrer pour les produits qui existaient déjà avant l'éco-conception? Oui. Oui, c'est une bonne question. Alors, dans le cours et dans les bouquins, on trouve que l'éco-conception relative aux nouveaux produits. Mais bon, vous avez raison. Donc, on peut introduire cette notion surtout au niveau de la maintenance. Donc, il y a des approches. Il y a des approches d'éco-conception au niveau de la maintenance, au niveau de l'utilisation, ainsi de suite. Et donc, ça, c'est une très bonne idée que j'essaierai de développer par la suite.
Parce que c'est vrai, vous avez raison, c'est un point très important qu'il faut étudier, qu'il faut introduire en fait. Parce qu'on peut éco-concevoir un produit, mais si on ne l'utilise pas bien, donc, il ne va pas, par exemple, au niveau des voitures. Donc, si une voiture n'est pas bien maintenue, donc même si elle est éco-conçue, donc elle va avoir un impact négatif sur l'environnement. Et il y a d'autres approches. Donc, ça, je vous propose de faire des recherches plus approfondies à ce niveau. Il y a d'autres approches, en plus de l'éco-conception, qui vont permettre d'assurer cet aspect de limitation des impacts au-delà de la conception, en fait. Je vous remercie, c'est une bonne question. Et donc, ça me pousse à réfléchir plus sur ce point, en fait. Et je vous demande de faire de même. Donc, je reprends. Donc, je partage toujours mon écran, non? Oui, oui. Oui. Mon écran, il est toujours partagé. D'accord. C'est bon. Donc, c'est bon, d'accord. Donc, on continue, on entame le premier chapitre ou le premier thème qui est l'industrie et l'environnement. D'accord. Alors, les activités industrielles de nos jours, surtout de nos jours, surtout dernièrement, ils ont des impacts très nocifs sur l'environnement. En plus des impacts, on peut avoir des risques d'accidents pour le personnel et pour la population qui avoisine une entreprise. On peut citer comme impact l'extraction et la transformation des matières premières, les prélèvements d'eau douce. Donc l'eau, il est considéré de nos jours comme une ressource qui devient de plus en plus rare. La production des déchets et d'effluents. Donc de nos jours, les hommes, ils croulent de plus en plus sous leurs déchets. Les nuisances locales comme les bruits, les odeurs, les poussières. Donc, ces nuisances, ils relèvent de la responsabilité du producteur final qui possède en général les moyens d'agir sur ses performances environnementales. Donc, une entreprise, c'est elle le responsable et elle peut, si elle veut, limiter ses impacts. On peut avoir deux types d'impacts. Il y a les impacts chroniques. Quand est-ce qu'on dit que cet impact il est chronique? Lorsqu'il est susceptible de créer une pollution ou des nuisances qui sont chroniques, toujours. Donc, ça n'arrive pas pour un moment et ça disparaît. Donc, c'est constant en fait. Et il y a un certain nombre d'impacts qui sont des dangers, des risques, comme une explosion, quelque chose comme ça. Et donc, une explosion, elle peut générer, ou bien comme on va le voir après, la catastrophe de Exxon Valdez. Donc, c'est un pétrolier qui a échoué. Et donc, c'est un impact accidentel. Donc, ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, ça peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement. Donc, nous commençons par un petit peu de terminologie en matière d'environnement. Donc, les termes qui sont utilisés au niveau de l'environnement, il y a l'aspect
environnementaux, les aspects environnementaux, un aspect environnemental. Donc, quels sont les aspects environnementaux? Ce sont les éléments afférents qui ont relation avec les produits ou les activités industrielles d'un organisme. C'est ce qu'on appelle les polluants. Par exemple, les émissions, la composition des produits, et ainsi de suite. Donc, un polluant, c'est un altéragène biologique, qui peut être biologique, physique ou chimique, qui, au-delà d'un certain seuil, et parfois dans certaines conditions, développe des impacts négatifs. Ça veut dire qu'un aspect environnemental, il n'a pas toujours un impact négatif. Il peut avoir un impact qui n'est pas négatif. Donc, on peut citer des exemples, les émissions des pots d'échappement, les déchets des produits de consommation, les phénomènes physiques comme la radioactivité, l'électromagnétisme, ainsi de suite. Donc, parfois, il peut avoir un caractère malsain. Ça dépend de, comme on a dit, du seuil et de la durée de l'exposition, en fait. Il y a un autre terme qui sont les impacts environnementaux. C'est les modifications que les aspects environnementaux, qui sont les polluants, peuvent causer sur l'environnement, nuisances. C'est ce qu'on appelle les nuisances. Donc, quand l'impact il est négatif, on parle de nuisance. Donc, la nuisance, c'est l'ensemble des éléments qui nuisent à la qualité de la vie. Ça peut être la pollution, le bruit, la promiscuité, ainsi de suite. Et donc, la pollution, c'est un phénomène perturbateur d'un équilibre établi, c'est ce qu'on appelle l'écosystème. Et plus particulièrement si cet élément est nuisible à la vie à travers la contamination. Donc, la pollution, elle a lieu quand un aspect, il génère une nuisance et il perturbe un équilibre. Parce que, comme on a dit, les écosystèmes, la nature, elle est battue sur des équilibres. C'est pour ça qu'on les appelle des écosystèmes. Et cet équilibre, il est fragile. Et donc, si on les perturbe, donc ils risquent de générer des nuisances, surtout que il y a la contamination, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que... Il y a la notion de contamination et la notion d'écosystème. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? Donc, on a déjà défini l'étymologie du mot écos. C'est maison, c'est milieu, c'est le milieu où on vit. Le milieu où on vit, c'est un système, écosystème. Donc, l'écosystème, il comprend le milieu où on vit et les êtres qui le composent et toutes les relations qui existent et qui se développent à l'intérieur de ce système. Donc, quand on a un écosystème, les différents composants de cet écosystème, ils sont reliés entre eux. Il y a des relations qui existent entre eux. Parmi les relations, la relation la plus frappante, c'est la chaîne alimentaire. D'accord? Et donc, le fait de ces relations, on peut avoir une contamination, perturbation d'un ou de plusieurs composants d'écosystème, d'un organisme ayant une incidence sur l'écosystème au-delà d'un certain seuil. La contamination, elle peut s'étendre ou se modifier via les relations comme la chaîne alimentaire. Par exemple, je ne sais pas moi, une rivière a été contaminée par des effluents d'une entreprise, des déchets d'une entreprise. Et donc, il y a les sols qui vont être contaminés. Ça peut contaminer la végétation. La végétation, elle peut être, je sais pas moi, des vaches ou des bovins. Ils peuvent venir manger cette végétation. Ils peuvent être contaminés par cette végétation. La viande de ces animaux, on peut être contaminé, et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qu'on appelle la contamination, en fait.
Donc, l'énergie, elle est fragile parce que lorsque un composant il est pollué, cette pollution peut s'étendre au niveau de tout l'écosystème en fait. Qu'est-ce que c'est que l'écosystème? Un écosystème en écologie, l'écologie c'est la science qui étudie, comme on a dit, c'est la science qui étudie l'environnement. En écologie, un écosystème, c'est un ensemble formé de deux choses. Les êtres vivants, c'est ce qu'on appelle la biocénose, et le milieu dans lequel cette biocénose vit, c'est le biotope. Donc, pourquoi on l'appelle écosystème? Qu'est-ce que c'est qu'un système? Donc, l'approche systémique, elle est différente de l'approche analytique parce que dans une approche analytique, donc, on peut étudier un assemblage ou un composé en séparant les différents composants et en analysant chaque composant à part. Au niveau de l'approche systémique, on ne peut pas faire ça parce que les différents composants de ce composé, ils ont entre eux des dépendances. Par exemple, l'entreprise. L'entreprise, c'est un système. On ne peut pas étudier l'entreprise en étudiant à part le service commercial, à part le service production, à part le service financier, parce que entre ces services, il y a des dépendances. Donc, pour étudier l'entreprise, pour faire des managements, il faut adopter une approche systémique. Idem au niveau de l'environnement, puisque les différents composants de l'environnement, ils sont reliés entre eux, donc on l'appelle système. Et donc, l'écosystème, au sein des différents composants de cet écosystème, il y a des réseaux de dépendance, d'échanges, des relations, d'échanges d'énergie, d'échanges de matière, ainsi de suite, d'échanges d'informations. Et c'est cet échange qui permet le maintien et le développement de la vie. Donc, on peut trouver les écosystèmes à toutes les échelles. Donc, l'écosystème le plus grand, c'est la Terre. Donc, on peut avoir des petits écosystèmes, un caillou. Dans un caillou, on peut trouver des êtres vivants, des micro-organismes qui vivent dans ce caillou. Et ce caillou, il peut rester en équilibre. Mais s'il y a un petit enfant qui vient et qui balance ce caillou, donc il peut causer une catastrophe écologique de ce caillou parce que donc il va rompre l'équilibre de cet écosystème. Donc, on peut avoir l'écosystème à toutes les échelles. Donc, une flaque d'eau, c'est un écosystème. Une prairie, c'est un écosystème. On peut étudier une prairie comme étant un écosystème. Une forêt, c'est un écosystème, ainsi de suite. Donc, un écosystème n'est pas statique immuable. Il est dynamique, il change, il évolue, il s'adapte. Donc, parmi les caractéristiques des écosystèmes, c'est qu'il y a l'adaptation. Il s'adapte à son environnement. L'être vivant, il s'adapte à son environnement en permanence parce que cet environnement, il évolue. Et même les êtres vivants, ils évoluent en fait. Et si d'après la théorie de Darwin, c'est bon, c'est parce que on s'adapte qu'on évolue en fait. Donc les êtres vivants sont capables de s'adapter aux changements et aux conditions qui sont dynamiques. Donc si les changements sont trop nombreux à se produire, ou si ces changements et ces dérèglements se produire sur une durée assez longue, donc on peut avoir des catastrophes et donc l'être vivant ne peut plus s'adapter et il peut disparaître.
Et donc, les règlements, des dérèglements des écosystèmes, ils peuvent provenir de 3 sources. Ils peuvent provenir du milieu lui-même. Par exemple, les volcans, les épidémies, et ainsi de suite. Donc, une épidémie, elle peut provoquer une extension, une extinction. Il peut provoquer qu'un être vivant s'éteint. D'accord? Extinction. D'accord. Des êtres vivants eux-mêmes. Donc, c'est la menace la plus grave. D'un élément extérieur à l'écosystème. Par exemple, les météorites, les comètes, ainsi de suite. D'ailleurs, on dit que les dinosaures se sont éteints à cause d'une météorite. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais c'est ce qu'on dit en fait. La source de règlement, comme on a dit, le plus grave, c'est la source qui provient des êtres vivants et surtout qui provient de l'homme. Depuis ces 50 dernières années, l'activité humaine, elle a créé tellement de modifications qu'elle met en péril l'équilibre de notre écosystème. On met en péril l'équilibre de notre écosystème, comme on a dit, cet équilibre qui est fragile. D'accord, maintenant qu'on a vu un petit peu de terminologie, qu'est-ce que c'est que les écosystèmes, qu'est-ce que c'est que les impacts environnementaux, qu'est-ce que c'est que les aspects environnementaux, essayons de voir quelles sont les perturbations qui sont causées par les êtres vivants et surtout par l'industrie, par l'homme industrialisé sur l'environnement. Donc, il y a plusieurs perturbations qui ont été dernièrement causées par l'homme, parmi lesquelles on peut citer la déforestation, la disparition des biotopes, la disparition de certains espèces animaux qui sont exterminés par la chasse ou par la disparition de leur milieu naturel, qui est remplacé par, ils sont remplacés par les hommes en fait. Perturbation du cycle de carbone. Donc, comme on a dit, les écosystèmes, ils sont sujets à des équilibres qu'il faut pas déranger. Parmi ces équilibres, ils sont exprimés par des cycles, comme le cycle de carbone, le cycle de l'eau. Donc, le cycle de l'eau, tout le monde le connaît. Donc, l'eau s'évapore, il remonte vers les couches atmosphériques les plus hautes et il est transformé il descend sous forme de pluie, et ainsi de suite. Il y a aussi un autre cycle qu'on va voir, c'est le cycle carbone. Donc, tous les êtres vivants, donc, ils sont composés majoritairement de carbone. Et donc, il y a un cycle de carbone qui a lieu au niveau de l'écosystème. Et donc, si ce cycle de carbone il est perturbé, il peut générer des problèmes. L'effet de serre. Donc, on va revenir sur l'effet de serre en fait. Donc, tous ces cycles ils sont reliés. Par exemple, si le cycle de carbone il est perturbé, et il peut causer l'effet de serre, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que le cycle de carbone? Le cycle carbone. Donc, comme vous savez tous, le carbone, c'est un élément essentiel à la vie. Il est présent dans l'écosystème, que ce soit dans la biosphère, l'atmosphère, les océans qu'on appelle l'hydrosphère, la lithosphère, ainsi de suite. Donc,
l'écosystème, il est composé de plusieurs sphères, parmi lesquelles il y a les êtres vivants qui composent la biosphère, la sphère biologique. Il y a l'atmosphère, c'est la partie de l'environnement qui est gazeuse, c'est l'atmosphère en fait. L'hydrosphère, c'est les océans, ainsi de suite. La lithosphère, c'est tout ce qui est solide, comme les sols, ainsi de suite. Les plaques tectoniques, ainsi de suite. Et surtout les sols, la couche superficielle en fait de la Terre. On peut les trouver, le carbone, on peut le trouver sous forme solide, combiné au calcium, en carbonate dans la lithosphère. On peut le transformer, on peut le trouver sous forme gazeuse, CO2, CH4, ainsi de suite, au niveau de l'atmosphère. Et on peut le trouver liquide, il est dissous. Il est dissous au niveau des océans dans l'hydrosphère, sous forme de H2, CO3. Et il y a un équilibre de cet élément carbone. Le carbone, il se trouve 19 fois plus dans l'atmosphère que dans la biosphère. Et 50 fois plus dans les océans que dans la biosphère. Donc, il est plus présent dans l'océan et il est aussi présent dans l'atmosphère. Il est aussi présent dans la lithosphère, sous forme de pétrole, ainsi de suite, d'hydrocarbures, ainsi de suite. Alors, donc il y a un cycle de carbone. Donc, qu'est-ce que c'est que le cycle de carbone? Donc, le cycle de carbone, en fait, c'est la transformation, c'est les échanges de carbone qui ont lieu entre les différentes sphères, à la fois la biosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère, ainsi de suite. Par exemple, dans le sens atmosphère vers biosphère. Donc, dans le sens atmosphère vers biosphère, donc ce schéma nous le montre en fait. Qu'est-ce qu'il y a entre l'atmosphère et la biosphère? Les échanges se font par photosynthèse. Donc, les arbres, par exemple, ici, ils font de la photosynthèse. Donc, qu'est-ce que c'est que la photosynthèse? Donc, tout le monde connaît la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, c'est... oui? Une C'est question? lorsque... Non, je voulais dire seulement lorsque, par exemple, les arbres utilisent la lumière et le CO2 pour créer de Oui, la substance verte. c'est ça. Donc les plantes, le rôle qu'ils jouent au niveau de l'écosystème, il est important parce qu'ils permettent de dégager l'oxygène qu'on est obligé qui doit exister pour qu'on puisse respirer. Comment ils font ça? C'est ils fixent à l'aide des rayons ultraviolets l'énergie, et cette énergie, elle permet de transformer le CO2 en oxygène. Donc, c'est le contraire de la respiration. D'accord? Et ils le font le jour. Donc, le jour, les plantes, ils nous assurent notre oxygène à l'aide duquel on pourra respirer par la suite. Donc ça, c'est un échange qui a lieu entre l'atmosphère et entre la biosphère. Donc il y a l'autre échange qui a lieu entre la biosphère et l'atmosphère. Et là, c'est nous qui donnons à l'atmosphère le carbone. C'est en respirant. Donc en respirant, on dégage le CO2. Et en dégageant le CO2, on augmente le pourcentage de carbone dans l'atmosphère. D'accord. Ça, c'est un premier échange. Alors, quel est le deuxième échange? Dans le sens maintenant océan
atmosphère. Donc, l'océan, il peut consommer le carbone qui se trouve dans l'atmosphère en dissolvant le CO2. Donc, le CO2, il peut se trouver sous forme dissous dans l'eau avec l'acide carbonique. Et donc, cependant, les océans ne peuvent pas dissoudre une très grande quantité. Lorsqu'ils sont saturés, ils arrêtent de dissoudre du gaz carbonique, en fait. Et quand est-ce qu'on dit que le cycle de carbone il est en équilibre? Bien sûr, on dit que le cycle de carbone il est en équilibre si les quantités de carbone qui se trouvent au niveau des différentes sphères, il ne change pas beaucoup et elle est égale. Elle est toujours constante en fait. D'accord. Mais qu'est-ce qui génère le plus le déséquilibre de ce cycle carbone? C'est surtout, vous voyez ce petit schéma, le fait qu'on consomme, donc la lithosphère, elle emmagasine une certaine quantité de carbone sous forme de pétrole en fait. Et lorsque on consomme excessivement ce carburant, donc on dégage au niveau de l'atmosphère une quantité plus grande que ce qu'il doit contenir de carbone. Donc, parce que en faisant, en utilisant, bon, donc voilà un diapositive qui résume les échanges de carbone. En fait, entre l'atmosphère et la biosphère, il y a la photosynthèse. Entre la biosphère et l'atmosphère, il y a la respiration. Entre les océans et l'atmosphère, il y a aussi des échanges. Sauf que l'océan ne peut pas à lui seul dissoudre une grande quantité de CO2. Donc, même si les océans, ils constituent les 2 tiers de notre planète, donc ils ne peuvent pas pallier à ce problème. Donc, bien sûr, comme on a dit, le cycle de carbone, il doit être en équilibre. Et les activités de l'homme, ils perturbent cet équilibre. Surtout l'activité qui perturbe le plus cet équilibre, c'est l'utilisation massive des énergies qui se trouvent emprisonnées dans les couches terrestres les plus profondes. Et donc, on dégage comme ça une grande quantité de carbone et ce dégagement, il va générer le déséquilibre du cycle de carbone. Il y a aussi d'autres activités qui perturbent le cycle de carbone. Il y a la déforestation, l'utilisation massive de l'énergie qui provient des arbres, ainsi de suite. Et donc, il a été constaté ces derniers temps que la concentration du CO2 au niveau de l'atmosphère a augmenté de 40%, ce qui n'est pas très bon. L'effet de serre, donc parmi les perturbations causées par l'homme, il y a l'effet de serre. Vous savez ce que c'est que l'effet de serre en fait? L'effet de serre, c'est l'influence de l'atmosphère sur le flux thermique qui contribue aux températures du sol d'une planète. Donc, heureusement, nous avons une atmosphère au niveau de la Terre. Donc, il y a les flux thermiques. Donc, la Terre, il reçoit de l'énergie thermique qui provient bien sûr du Soleil. Et heureusement qu'il absorbe une partie de cette énergie. Parce que s'il n'absorbait pas une partie de cette énergie, on va mourir tous de froid. Et donc, il réfléchit une autre partie de ces rayonnements. Et c'est ça qui maintient l'équilibre thermique de la Terre, en fait. Bon,
Qu'est-ce qui permet à l'atmosphère d'absorber une quantité d'énergie, cette quantité d'énergie, et de ne pas tout réfléchir vers l'extérieur? C'est les gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, ils ont augmenté ces derniers temps. Donc, le forçage radiatif est donc l'influence des gaz à effet de serre qui composent l'atmosphère et qui bloquent une partie du rayonnement infrarouge et qui influence le bilan thermique de la Terre. Donc, on l'appelle aussi réchauffement climatique. Donc, l'effet de serre, il génère un réchauffement climatique, en fait. Et le réchauffement climatique, il peut être nuisible à la vie au niveau de la Terre, en fait. Un autre impact très important des activités industrielles sur l'environnement, c'est les déchets. Donc, c'est difficile de se débarrasser de ces déchets. Donc, seulement 20% des déchets sont recyclés. Donc, il y a différents types de déchets. Donc, parmi les déchets qu'on peut trouver, il y a plusieurs types de déchets. Les déchets qui sont moins nuisibles, c'est les déchets biodégradables. Et donc, là, ça ne constitue pas vraiment une menace pour l'environnement. Donc, qu'est-ce que c'est que un déchet biodégradable, en fait? Donc, un déchet biodégradable, c'est tout simplement qu'est-ce que c'est qu'un déchet biodégradable? C'est un déchet qui se dégrade automatiquement au niveau de l'environnement, comme les déchets alimentaires, les déchets agroalimentaires, ainsi de suite, les déchets de maison, les déchets de jardin, ainsi de suite. Donc, il y a des déchets inertes. Les déchets inertes, ils ne sont pas biodégradables, ils ne se décomposent pas, mais ils ne produisent aucune réaction physique ou chimique qui nuit à l'environnement. Donc, on peut avoir aussi des déchets recyclables. Donc, les déchets recyclables, qu'est-ce que c'est qu'un déchet recyclable? C'est un déchet qu'on peut réutiliser pour fabriquer un autre produit. Sauf que le problème, c'est que tous les déchets recyclables ne sont pas recyclés. Donc, on peut avoir un déchet recyclable, mais pour des raisons de manque de moyens, donc il n'est pas recyclé. On peut citer à titre d'exemple le verre, les métaux, les papiers, ainsi de suite. Et donc, quand est-ce qu'un déchet recyclable il est recyclé? Donc, si on a en fait un système qui va permettre de faire la récupération, le tri, la collecte, ainsi de suite. Il y a les déchets ultimes qui ne peuvent pas être traités. Ou être détruits. Et donc, ils vont rester là, en fait. On va vivre avec. Et il y a ensuite les déchets dangereux. C'est les déchets qui présentent un caractère dangereux pour l'environnement. Et il y a les déchets toxiques, c'est les déchets les plus nuisibles parce qu'ils sont classés ici dans l'ordre de nuisance. Les déchets toxiques, c'est les déchets dont le caractère nocif
Oui, il est toxique en fait. On peut citer les batteries usagées, les piles, les résidus de peinture, euh, donc les lessives, ainsi de suite, les huiles de vidange, donc qui sont toxiques. Et surtout les déchets dans les centrales nucléaires comme ça. Oui, les déchets des centrales nucléaires aussi, on peut je sais pas, est-ce qu'on peut les classer dans les déchets toxiques ou les déchets. Je pense qu'on doit les classer dans les déchets toxiques parce que. Oui, c'est toxique parce que si on le déverse, par exemple, dans l'environnement, ça va donner des conséquences qui sont vraiment néfastes. Vraiment néfastes. Oui. Et donc, c'est vrai, je vous remercie pour ce. J'ai oublié ce type de déchets parce que des déchets qui sont importants. Donc, on les a pas encore au niveau de notre pays parce qu'on n'a pas encore des centrales nucléaires. Mais dans les autres pays, c'est des déchets qu'ils doivent prendre en considération. Et ils doivent prévoir une manière pour les gérer, pour les détruire, ainsi de suite. Ça aussi, Oui, c'est hyper. récemment, il y a un problème en France, par exemple. Ils veulent utiliser une petite ville pour enterrer les déchets toxiques là, des centrales nucléaires. Mais ça va pas seulement, on va débrasser avec ces déchets-là, mais ça va poser un problème avec le sol. Oui, Donc, c'est oui, vraiment un problème, quoi. oui, ça va contaminer le sol. Oui, ça va contaminer. Surtout les Et nappes phréatiques, là, si on doit utiliser l'eau pour oui, boire, tout ça, ça va. ouais. Le grand problème, c'est l'eau. Il y a aussi le problème de l'agriculture. Parce Oui, que si ça contamine le sol, il va plus être fertile. Il va devenir stérile. Et c'est parce que euh, euh, avoir des aliments, alimenter une population, c'est aussi parmi les objectifs des pays, en fait. Donc, les terres, ils doivent rester fertiles. La fertilité des terres, c'est important. Et ces même pour les déchets, déchets recyclables aussi. Il y a le problème des déchets plastiques, là. oui, Bon, là aussi, c'est parce qu'ils ne sont pas tous recyclables. Donc, recyclés. des fois, Oui, on les jette dans l'environnement comme ça. Surtout parce oui, que le Maroc, je pense, il y avait un problème de zéro, le politique de zéro mica, oui, oui, juste pour se débarrasser de ces papiers. Parce oui, que oui, c'est vraiment un produit qui prend une seconde, par exemple, pour la oui, fabrication, mais ça peut durer 400 ans comme ça. oui, oui. Vous avez raison. Donc, c'est un grand problème au niveau du Maroc parce que, comme on a dit, tous les déchets recyclables ne sont pas recyclés par faute de moyens. Et le Maroc n'a pas suffisamment de moyens pour recycler. Il y a aussi le problème d'éducation. Donc, quand on met un processus, une procédure, donc on n'est pas sûr que tout le monde va respecter. Donc, c'est ça en fait. Et donc, il y a l'intervention de l'État à un certain moment pour faire respecter euh, et réduire l'impact sur l'environnement. Et donc, c'est ça en fait au niveau des pays. Donc, il faut mettre en place un processus de gestion des déchets. Un processus de gestion des déchets. Et donc, parmi les processus de gestion des déchets, il y a le stockage. Donc, on stocke en général les déchets dans des décharges. Donc, on peut les incinérer, on peut les rejeter dans les océans, dans les montagnes, et ça va nuire à l'environnement. Donc, euh, il faut avoir un système. Donc, de nos jours, les pays, ils travaillent de plus en plus sur leur processus de gestion des déchets pour avoir de la collecte, un tri, augmenter le taux de recyclabilité, ainsi de suite. Voir où est-ce qu'on va mettre les déchets ultimes, comment on va traiter les déchets dangereux et toxiques, ainsi de suite. Euh, Et donc, ce qui est utilisé de nos jours par tous les pays, c'est les décharges. Donc, il y a des décharges où on enfouit, où on met les déchets.
on peut les enfouir. Mais c'est pas une solution très efficace en fait. L'incinération, qu'est-ce que c'est que l'incinération? C'est le fait de détruire les déchets par le feu. Et on utilise l'incinération surtout pour les déchets qui sont toxiques ou dangereux. Et donc, on est obligé de les brûler dans des fours. Il y a d'autres procédés. Il y a des procédés de valorisation des déchets, comme le compostage. Par exemple, les déchets biodégradables, au lieu de les rejeter, on peut faire du compostage, réaliser un compostat qu'on va utiliser pour l'agriculture, pour augmenter la fertilité des sols, et ainsi de suite. Et les utiliser comme des engrais naturels. Et donc, pour résumer, en fait, pour réduire l'impact de ces déchets, les pays, ils doivent mettre en place un processus de gestion des déchets. Ça devient de plus en plus une urgence, en fait. Donc, il y a l'eau. On vient d'aborder ce sujet, donc l'eau. Donc, comme a dit votre camarade, les déchets, ils peuvent contaminer l'eau. Et l'eau, c'est devenu de plus en plus une ressource qui est limitée. C'est une ressource qui est vitale, on ne peut pas vivre sans eau. Et elle devient de plus en plus rare. Comme a dit votre camarade, les eaux souterraines sont contaminées soit suite à des activités industrielles. L'industrie est la plus grande source de pollution des eaux dans les pays en développement. L'eau polluée, il peut devenir un danger, que ce soit pour la faune ou pour la flore. Comment la pollution de l'eau elle a lieu? L'eau, elle peut être contaminée par des matières organiques ou des matières chimiques qu'on retrouve dans les déchets humains, animaliers, ainsi de suite. D'accord. Oui, donc bon, la pollution de l'eau, c'est parmi les sujets les plus importants que doit traiter l'État ou les entreprises. Et donc, vous allez me dire, par exemple, qu'il y a les océans, il y a plein d'eau dans les océans, sauf que les eaux salées sont difficiles à traiter pour les transformer en eau douce. Donc, ça coûte trop cher. Donc, peut-être que si on arrive à proposer des procédés qui ne coûtent pas trop cher, donc on va pouvoir résoudre ce problème. Mais actuellement, la solution, en fait, c'est le traitement des eaux usées. Donc, il y a les eaux usées. Quelles sont les eaux usées, en fait? C'est les eaux qui sont utilisées par l'homme et qui sont usées par l'homme. Et donc là aussi, il faut, comme on l'avait dit au niveau des déchets, il faut prévoir un processus de
de traitement des eaux usées. Ces eaux, ils doivent être collectées et acheminées vers des réseaux d'égouts. Dans chaque pays, il y a un processus de traitement des eaux usées sous forme d'égouts, des stations de traitement, ainsi de suite. Parce que si on n'a pas ça, donc on peut laisser les eaux, les rejeter dans les rivières, dans les océans, et ça peut polluer l'environnement en fait. Donc parfois, quand on n'arrive pas à se raccorder aux égouts, on peut prévoir des fosses septiques, ainsi de suite. Mais les fosses septiques, en général, c'est pas une solution parce que, comme on a dit, ça peut causer la contamination du milieu environnant. D'accord. Donc, on va aborder un troisième sujet qui est en fait la pollution industrielle, l'impact de l'homme sur l'environnement. Donc, comme vous savez tous, suite à la révolution industrielle, donc c'est pas la 4e révolution, on parle de la première révolution déjà, c'est la proposition de la machine à vapeur par James Watt. Donc, il a généré des pollutions industrielles et un impact très négatif sur l'environnement. Donc, de nos jours, il y a une prise de conscience de ces répercussions sur l'environnement, surtout après la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle l'écologisme. Et donc, les gouvernements, ils ont commencé à prendre des mesures pour lutter contre la pollution, pour contrer les activités contaminantes de l'eau. Donc, parmi les polluants industriels, on peut citer la forte augmentation de la consommation d'énergie, parce qu'il y a des ressources pétrolières. Donc, on utilise des fours pour l'industrie, des moyens de transport qui consomment de plus en plus d'énergie, ainsi de suite. Il y a aussi les déchets, des emballages, les résidus des hydrocarbures, ainsi de suite. Tout ça, il génère un impact grave sur l'environnement. Donc, il faut concilier entre progrès économique et équilibre naturel. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Donc, suite à ça, il y a eu plusieurs catastrophes, parmi lesquelles il y a la catastrophe de Bhopal en Inde. Donc, c'est une usine de pesticides qui fait partie, qui appartient à la filière américaine Union Carbide, où il y a eu l'explosion d'un réservoir de stockage de cyanure de méthyle, qui a eu un dégagement de 40 tonnes. Et donc, ça a provoqué une catastrophe environnementale. L'échouement du pétrolier américain Exxon Valdez sur les côtes de l'Alaska. Ça a généré une marée noire qui a eu des impacts très négatifs sur l'environnement. Il y a la catastrophe, l'affaire Volkswagen, je ne sais pas si vous connaissez. Ça illustre notre sujet qui est l'éco-conception. Est-ce que tu connais la catastrophe de l'affaire de Volkswagen? Tu as une petite idée? Non, mais je peux chercher sur
sur Google. Ouais, non, parce que ça a été médiatisé. L'affaire de Volkswagen, on peut la résumer. Bon, il y a des lois et des règlements pour chaque produit. Par exemple, pour les voitures, pour la réduction des émissions des polluants, les NOx, les CO2, les moteurs, ils doivent respecter une norme, puisque Volkswagen se trouve en Allemagne, elle doit respecter les normes européennes d'émissions. Donc, c'est la norme Euro 6. Donc, la norme Euro 6, c'est une norme qui définit la limite à partir de laquelle on va dire qu'une voiture elle est polluante. Et quand une entreprise elle conçoit, comme un constructeur automobilier conçoit une voiture, des moteurs de sa voiture, ils doivent subir les tests d'homologation. Et donc, qu'est-ce qu'a fait en fait Volkswagen? Elle a tout simplement fait de la tricherie. Comment elle a pu faire de la tricherie? Les ingénieurs de Volkswagen, ils ont modifié de manière informatique les paramètres du calculateur du moteur pour qu'il passe les tests d'homologation. Parce que comme vous savez, de nos jours, les moteurs, ils sont équipés d'un petit ordinateur, le calculateur d'injection. Donc, on peut jouer sur ces paramètres pour que la voiture devienne moins polluante et passe les tests d'homologation et on est homologué et après on remet les paramètres du calculateur à leur état normal et la voiture elle est plus polluante. Bon, la Volkswagen elle a passé les tests, mais après il y a eu d'autres groupements de consommateurs, ainsi de suite, qui ont fait les tests eux-mêmes et qui ont découvert cette tricherie et ils ont mis, ils ont informé tout le monde, ainsi de suite. Et après, Volkswagen, elle était obligée de payer des amendes, ainsi de suite. Donc, ça a été connu en 2014, c'est l'affaire de Volkswagen. Donc, moralité, donc on va s'arrêter là, on va continuer la séance prochaine. Moralité, quand on conçoit un produit, donc chaque entreprise elle est obligée de faire ce qu'on appelle de la veille réglementaire. Qu'est-ce que c'est que la veille réglementaire? Elle doit connaître tous les règlements et les lois qui se rapportent à son produit pour qu'à la conception, elle doit les respecter. C'est parmi les tâches que doivent faire les ingénieurs qui font de l'éco-conception, faire de la veille réglementaire pour connaître tous les lois et les règlements qui se rapportent à leurs produits. Parce que chaque produit, il peut être sujet à des lois et des règlements. Il doit passer des tests, il doit se conformer à certaines lois, en fait. D'accord? Donc, sur ce, j'arrête. Je ne sais pas, est-ce que ça a été enregistré? Je pense que ça a été enregistré. Oui, oui. Vous pouvez, par exemple, arrêter l'enregistrement. Après, ça va s'enregistrer. Oui, j'arrête l'enregistrement. Comme ça, je vais avoir une trace.